Salut, les fonctions CapsuleTrace4Object et MultiCapsuleTrace4Object vont nous permettre de tracer un vecteur dans notre univers 3D, donc qui va partir d'un point A, qui va aller à un point B, et le long de ce vecteur, ça va déplacer une capsule, donc on lui attribuera tout à l'heure une taille, et si cette capsule entre en collision avec un ou plusieurs acteurs, ça va nous retourner les informations de collision. Dans le cadre de cette fonction CapsuleTrace, on aura uniquement la première collision rencontrée, et avec le multicapsule, on aura les diverses collisions qu'il aura pu avoir. Donc la seule différence entre ces deux fonctions, c'est que celle-ci gère plusieurs collisions en une fois. Également, on voit que c'est un trace for object, on l'a bien dans le nom de la fonction. Donc ce for object, ça va tout simplement être le critère de sélection en termes de collision. Vous allez le voir dans un instant, c'est un paramètre que l'on retrouve ici. En gros, on va pouvoir, quand on va exécuter cette fonction, dire à Unreal qu'on s'intéresse uniquement à tel et tel type d'objet. Et vous allez voir un petit peu la nuance tout de suite dans notre exemple. Je lance donc ce fameux exemple. Nous avons ici notre cube qui est l'acteur qui, à chaque frame, donc chaque image, exécute la fonction. Cette fonction, on le voit en débugage, elle a bien un tracé ici, une ligne qui se fait du point de départ qui va jusqu'au bout. Et le long de ce tracé, nous avons une capsule qui se déplace et qui s'affiche ici quand il y a justement collision. Et la collision est symbolisée avec ce petit carré rouge ici. Donc là, il y a bien collision. On va pouvoir retrouver toutes les informations sur cet impact par la suite. Et vous voyez que le tracé change de couleur, il devient vert. Il ne s'occupe plus des autres éléments, tout simplement parce qu'à ce stade, j'exécute ma fonction simple qui me retourne qu'une seule collision. Après, avec l'autre fonction, on va le voir tout à l'heure, ça nous retournera bien les autres éléments également derrière. Il faut comprendre une chose, je vous l'ai dit, on a un trace for object, on va donc pouvoir indiquer à Unreal, on le fera tout à l'heure, à quel type d'objet on s'intéresse. Et quand je dis quel type d'objet, en fait ceci, ça va être un paramètre qui se trouve dans tout ce qui concerne en fait la collision, la gestion des collisions sur nos acteurs. Ce que je vais vous montrer ici sur mon cube, c'est valable pour n'importe quel acteur de votre jeu, que ce soit un static mesh. Donc si par exemple j'édite un static mesh, nous allons avoir dans la colonne de droite de cet objet, si je scrolle ici, la rubrique collision. Si je fais pareil sur un blueprint, à ce moment-là, hop, je reviens sur mon niveau, je vais éditer le blueprint de mon cube, je prends le composant du cube et dans la colonne de droite, je scrolle. On va avoir ici les infos de collision aussi. Donc vous l'avez compris, ce que je vous montre sur ce cube, qui à la base est juste un static mesh posé sur mon niveau, c'est valable pour tous les autres acteurs du jeu. Ça se passera toujours de la même façon. Chaque acteur a forcément une collision. Elle est activée ou pas, mais il y a forcément un système de collision qui a plein de propriétés. Et justement, notre fameuse fonction de trace, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc elle va partir d'ici, elle va suivre son chemin, hop, elle va croiser un acteur. Et elle va dire à cet acteur, salut, moi je cherche les objets qui ont pour type X, Y et Z. Et lui, il va dire quoi? Il va dire, bah, tiens, voilà mon type. Et le voilà mon type, il est stocké justement dans ces paramètres de collision. Donc je l'ai sélectionné, je scroll, je vais dans collision, et ce qui nous intéresse se trouve ici. Il faut déplier le collision preset et passer ici en custom pour avoir la main sur tout. Si vous choisissez des valeurs par défaut, vous voyez que c'est grisé. On n'a pas forcément la main sur tout. Pour mon tuto, le plus simple est de passer en custom. Et là, nous avons en premier paramètre collision enabled. Est-ce qu'on active les collisions ou pas? Si je désactive les collisions, vous voyez que ici, nous n'avons pas du tout de collision. Là, je triche pour mon exemple, mais vous allez voir dans un instant. Si j'active les collisions, je mets collision enabled, vous voyez que cette fois-ci, on a bien notre capsule qui apparaît avec le carré ici rouge qui apparaît, qui symbolise le point d'impact. Donc effectivement, il faut déjà que la collision soit activée sur nos acteurs pour que cette fonction de tracé puisse entrer en collision avec. Mais c'est un petit peu plus précis que ça. Nous avons deux types de collisions dans Unreal. Les collisions type query et les collisions type physique. Physique, c'est simple, c'est deux acteurs qui rentrent en contact. D'accord? C'est comme on peut l'avoir dans la vie de tous les jours. On a une collision entre deux personnes ou entre deux objets. On va pouvoir gérer cette collision. Et l'autre type, c'est ce qui nous intéresse. C'est quand c'est pas matériel pour faire simple en fait, quand c'est pas physique tout simplement. C'est-à-dire que notre fonction de tracé, elle fait quoi? On dit à Unreal, regarde dans cette direction avec cette forme précise et regarde si à un moment cette forme entre en collision avec quelque chose. En gros, si on va dans cette direction, est-ce qu'à 300 mètres, on va heurter quelque chose? Donc on pose une question. Voyez-le comme ça vraiment au niveau du type query. Et donc nous, dans le cas de toutes nos fonctions de trace, de tracé, il faudra que les acteurs en question avec lesquels on souhaite justement avoir une collision soient au moins en query only, pour au moins gérer cette collision-là. Et si vous voulez que ça gère les deux collisions, physique et query, vous mettez le collision enabled. Là, pour de bon, vous avez les deux types de collisions qui sont activés. Et enfin, ce que je vous disais, notre tracé qui vient ici, hop, salut, on a une collision, quel est ton type?
Si ton type, si ta réponse fait partie de ce que j'ai ici moi dans mon input, on va avoir collision. Si ce n'est pas le cas, je continue mon chemin. Eh bien, ça va être justement ce paramètre suivant, l'object type. Alors attention, c'est un faux ami. C'est pas parce que ici on a un paramètre type d'objet qu'on va pouvoir dire que ce cube qui à la base est un static mesh peut devenir à tout moment un pawn ou indestructible. Le fait de mettre ça, l'objet ne va pas se détruire au contact. C'est juste une valeur, c'est juste un type d'objet dont on va se servir uniquement dans le cadre des collisions. Vous voyez qu'on est bien dans la rubrique collision. Donc moi, je suis bien un static mesh qui ne bougera pas pendant toute la durée du jeu. Par contre, moi, acteur cube bleu, j'ai pour type d'objet, hop, par exemple, pawn. Et donc, je serai considéré comme un pawn quand il va avoir une fonction de trace qui va venir sur moi. Et donc, quand on a les conditions qui sont réunies, bah, du coup, on a bel et bien la collision. En dessous, je précise, toutes ces valeurs que vous avez, que ce soit lié au tracé justement, ou que ce soit lié au type objet, ça n'a aucune importance. Ces fonctions ici de trace for object, que ce soit capsule, box, sphère ou la ligne, peu importe, ça va prendre uniquement ce paramètre-là d'object type. Et pour preuve, si j'ignore tout, vous voyez qu'on a toujours notre collision qui se fait ici. Ignore, overlap, block, ça ne change rien. C'est uniquement le type d'objet qui est pris en compte. Si le type d'objet fait partie de la liste qu'on définit ici, alors il y a collision. Maintenant que l'on a vu tout ça, on va pouvoir étudier notre fonction. Les inputs sont exactement les mêmes dans les deux cas, c'est-à-dire la fonction simple qui nous retourne qu'un acteur ou la fonction multiple qui nous retourne toutes les collisions. Donc du coup, j'isole un petit peu celle-ci pour ne pas avoir trop d'infos à l'écran et on analyse. Le point de départ, comme je vous disais, on va renseigner ici en coordonnées x, y, z dans le monde, le point de départ de notre vecteur sur lequel la capsule va se balader. Même chose pour le point de fin. On a ensuite le radius qui va être le rayon de notre capsule. Donc le rayon va partir, hop, je le remets comme ceci en simulation. Le rayon, c'est tout simplement la distance qui est pile poil envers ici. C'est-à-dire que ça part du centre de notre capsule et ça va jusqu'au côté. Ce n'est pas le diamètre de la sphère qu'on peut imaginer. C'est uniquement donc le rayon. Nous avons ensuite le half-height qui correspond à la moitié de la hauteur. Pourquoi la moitié de la hauteur? Parce qu'à nouveau, dans une capsule, on ne va pas parler de la hauteur totale de la capsule, mais toujours la distance qu'il y a entre le centre de la capsule et peu importe son sommet haut ou bas, ça va être donc la moitié de la distance. Du coup, si vous renseignez ici une valeur de 50, ça va vous faire une capsule de 100 en hauteur au niveau donc de votre script. Nous avons ensuite le type d'objet. Donc c'est ce qui nous intéresse dans notre fonction. C'est ici qu'on va pouvoir venir dire je veux tel et tel et tel type. On voit que la variable ici, la valeur, c'est un tableau. On peut renseigner plusieurs types d'objets et heureusement, pour faire ceci, on peut notamment utiliser notre petit node makeArray qui va nous permettre de créer justement un tableau de valeurs, c'est-à-dire créer une liste de différentes valeurs que l'on souhaite utiliser, différents types d'objets. Si par exemple j'en veux 3, j'ai appuyé sur le add pin pour rajouter des éléments et je vais dire je veux des world dynamic, je veux les physics body et je veux les destructibles. En faisant ça, quand j'exécuterai ma fonction, je vais essayer d'entrer en collision uniquement avec ces types d'objets. Tous les autres, donc par exemple le world static, sera ignoré. Il n'y aura pas du tout de collision qui sera retournée. On a ensuite le trace complex. S'il est activé, ça nous permet de retourner des informations un petit peu plus précises. Je vous prépare un tuto dessus, mais ce n'est pas forcément urgent parce que c'est peu utilisé, on va dire, en tout cas pour vos débuts. Le actors_ignore va nous permettre d'ignorer des acteurs, c'est-à-dire que même si mon acteur ici, cube bleu, a bien le type d'objet qui intéresse notre tracé, si on met ici sa référence dans les acteurs, hop là j'ai perdu mon node, ça y est il apparaît. Si on met sa référence ici, la même chose on peut utiliser un makeArray. J'ai un petit bug d'affichage en fait. À ce moment-là, on peut mettre donc plusieurs acteurs, notamment la référence de mon cube, et du coup il sera totalement ignoré, même s'il a bien le type d'objet requis par notre fonction. Et après, nous sommes sur des notions de débugage. Si on est sur none, on ne débug pas. Si on met sur OneFrame, on aura le fameux tracé rouge et vert juste le temps d'une image. For duration, on va pouvoir renseigner en secondes ici la durée pendant laquelle on veut que ça reste affiché à l'écran. Et si on met persistent, ça va rester du début à la fin jusqu'au moment où vous allez appuyer sur échappe ou sur stop. Et enfin, le ignore self qui va permettre, s'il est coché, et vous allez, je pense, très souvent le laisser cocher, va permettre d'ignorer la collision avec le premier acteur. Et bien souvent, le premier acteur, c'est justement l'acteur qui exécute la fonction. Là, en l'occurrence, j'aurai un premier contact avec en fait le cube blanc. Donc du coup, pour éviter que l'acteur qui exécute la fonction soit impacté, on coche ce paramètre ignore self.
Donc voilà pour les inputs. Je vous dis qu'ils sont exactement les mêmes, hein, du coup, pour la fonction de multicapsule. Donc ce que je vous propose de regarder maintenant, c'est comment j'ai utilisé cette fonction dans le cadre de mon exemple. Sur un event tick, donc à chaque frame, j'exécute ma fonction, pour l'instant la simple, de capsule trace for object. En point de départ de mon vecteur, je récupère mon cube blanc, donc lui, et je prends sa location, donc sa situation dans l'univers 3D, comme point de départ. Réellement, c'est toujours le pivot de l'acteur que vous sélectionnez. Là, il est au centre, donc le départ de mon vecteur va se faire au centre. S'il était sur un angle, ça partirait ici d'un angle. Le point de fin, j'utilise donc sa position de départ, à laquelle j'ajoute ici, avec l'addition vecteur plus vecteur, une distance de 1000 unités, soit 1000 cm, dans la direction dans laquelle est tourné son axe des X. C'est ce que me permet de faire cette fonction. N'hésitez pas à regarder mes tutos sur ma chaîne sur ces fonctions-là. Ensuite, on a le radius. Donc, comme on l'a dit, c'est le rayon de notre sphère. Soit on vient le renseigner manuellement, soit on vient récupérer une valeur après. Je vais vous montrer comment faire. Là, j'ai mis manuellement 50. Et la demi-hauteur, du coup 80, ça me fera une capsule de 160 de haut. Ce fameux paramètre de type d'objet qui nous intéresse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit vous appelez votre node makeArray, qui va vous permettre donc de créer un tableau en mettant qu'un seul ou plusieurs valeurs, c'est l'intérêt d'un tableau, en choisissant à chaque fois donc le type d'objet que vous souhaitez. Soit vous faites un clic droit là-dessus et vous en faites une variable. Ça va vous créer un node et le relier automatiquement. L'avantage de ceci, c'est que vous allez pouvoir réutiliser la liste du coup des types d'objets que l'on va utiliser là. Vous pourrez l'utiliser à tout moment également dans votre script facilement et accéder à votre variable depuis la colonne de gauche. Mais bon, c'est pas un tuto sur les variables. Là, j'ai sélectionné donc la variable et dans la colonne de droite, vous voyez, je peux venir ajouter ou supprimer autant d'éléments que je le souhaite. Donc par exemple, là, j'en garde 2. J'ai mis le World Dynamic et j'ai mis le Pawn. Ma fonction va donc uniquement vérifier s'il y a collision avec ces deux types d'objets. Et le reste des paramètres, j'ai laissé par défaut, mis à part le débugage où j'ai mis juste sur une image par seconde. Donc le résultat de ceci donne ce que l'on voit depuis tout à l'heure à mon écran, c'est-à-dire cette sphère de 160 de haut, de 50, ou plutôt du coup, oui, d'un rayon de 50, et qui va donc faire une vérification sur deux types d'objets, les pawns et les dynamiques. Et on voit bien que ça fonctionne. Comment est-ce qu'on va récupérer justement ces informations? Je vous supprime en fait l'exemple que j'avais fait et on regarde ça tout de suite. Nous avons deux outputs. Le premier ici qui est un booléen qui nous dit si oui ou non il y a eu impact. Du coup, en fonction de ça, on va pouvoir faire quelque chose. Moi, ce que je fais, c'est que j'appelle ma fonction custom pour vider le texte qu'il y a dans l'interface utilisateur. Bon, on pourrait très bien ne rien mettre, hein, ce ne serait pas du tout une erreur. Et nous avons le deuxième cas de figure où effectivement, oui, il y a eu collision. Notre capsule est bien entrée en contact avec un acteur. Alors à ce moment-là, on va partir d'ici. Cet output ici, outIt, vous voyez, c'est le hit result structure, autrement dit, la structure contenant toutes les informations sur la collision. Et comment est-ce qu'on a accès à ça? Bien, on vient ici, on relâche et on vient faire un break hit result qui nous permet d'accéder à toutes ces infos. Et en dépliant, vous voyez qu'il y a énormément en fait de variables ici que l'on va pouvoir récupérer. Et là, vous allez pouvoir vous amuser avec toutes ces infos dans votre script, notamment pour jouer un son et l'attacher à un endroit précis dans l'espace où il y a eu par exemple l'impact. Vous allez pouvoir afficher le nom de joueur par exemple qui aura été touché par votre tracé. Vous pouvez faire énormément de choses avec toutes ces infos. Vous avez donc très rapidement, est-ce que vous avez touché ou pas, la distance qu'il y a entre le début de votre vecteur et l'endroit où il y a eu l'impact. Justement, l'univers, le point, le location dans l'univers 3D de là où il y a eu l'impact. Le nom de l'acteur en question, je le récupère comme ceci. Alors moi, j'affiche le nom, mais on pourrait récupérer l'acteur et exécuter des fonctions qui se trouvent dans le blueprint de l'acteur, par exemple. Bref, on peut faire tout ce qu'on veut avec toutes ces variables qui nous sont retournées. Et moi, ce que je fais, j'utilise simplement le nom de l'acteur et je l'affiche dans mon interface utilisateur. Et vous allez voir tout de suite que ça fonctionne. Quand je passe en jeu, hop, F8 pour sortir de mon corps. On a bien en bas à gauche le cube 2 qui apparaît, il est en collision. Si je l'enlève, on voit que j'ai plus rien qui apparaît parce que mes autres acteurs n'ont pas le bon type d'objet. Si le cube vert, je le prends, que je le passe en World Dynamic par exemple, eh bien, il y a bien collision avec cet objet qui se fait et j'ai bien le cube vert qui apparaît à cet endroit-là aussi. Donc vous voyez, le script fonctionne très bien. Alors on ne s'en sert pas que pour afficher le nom, hein, mais vous pouvez utiliser n'importe laquelle de ces valeurs. Je fais un tuto dédié à ce break hit result pour bien vous dire concrètement à quoi correspond tout ceci. Mais voilà, les possibilités sont vraiment très nombreuses. Ça, c'était pour la version simple de la fonction et vous allez voir la version qui nous retourne plusieurs acteurs est en fait très simple.
Je retourne pour ceci sur le blueprint du héros. Et c'est là-dessus que je vous ai préparé l'exemple. Qu'est-ce que j'ai fait? Toujours pareil, hein, sur le start et le end, je récupère la position de mon acteur dans l'univers 3D. Ensuite, le radius, donc le rayon, je suis venu ici via... en fait, je vous montre pourquoi j'ai pris le personnage. Le personnage, il a donc un capsule componente, qui est donc une capsule. Et ce que je souhaite faire, c'est tout simplement, devant le personnage, faire un tracé avec cette capsule du personnage et voir s'il entre en collision avec d'autres acteurs. J'ai volontairement pris un acteur qui a une capsule à la base. Et du coup, justement, le capsule componente est ici. Donc c'est la capsule qui entoure le personnage. Je l'ai fait glisser, ça me l'a mené ici. Et ça me permet de faire quoi? Avec la fonction capsule radius, donc get capsule radius, ça me permet de récupérer ce paramètre-là qui fait partie donc de ma capsule. Et du coup, je l'envoie ici. Et même chose, étant donné qu'on travaille sur une capsule, eh bien quand on travaille sur une capsule, regardez colonne de droite, on a bien ici le capsule half height et puis le capsule radius qui nous permet donc ces deux infos de les avoir. Hein, ce sont des propriétés et ces propriétés, depuis le composant en question, on peut les récupérer. Donc du coup, je les passe comme ça directement dans ces valeurs. Ça me permet d'avoir une capsule qui va être envoyée exactement de la même taille que celle du joueur. Enfin, le type d'objet. Je récupère ma variable, exactement comme j'ai fait tout à l'heure. Clic droit, j'ai créé une variable et je suis venu renseigner cette variable avec deux types d'objets ici. Toujours dans mon exemple, les World Dynamic et les Pawn. Et enfin, le debug, je vais le mettre sur une frame. Donc c'est exactement les mêmes inputs. Hein. Je vous ai juste montré la particularité du capsule pour vous dire que selon la forme que vous prenez, c'est toujours intéressant justement de l'adapter. Si je travaille sur mon personnage, ce serait intéressant de prendre le capsule trace étant donné que c'est le capsule componente qui gère la majorité des collisions du perso. Comment est-ce qu'on va récupérer toutes ces infos et comment est-ce qu'on va les exploiter? Eh bien là pareil, hein, c'est pas très compliqué. Il y a juste une étape supplémentaire par rapport à tout à l'heure. Ici, nous avons un booléen vrai ou faux. Est-ce que ça nous retourne des valeurs? Donc on peut exploiter cette info avec un branch que l'on viendrait interposer ici et dire oui, il y a quelque chose. Non, il n'y a pas d'acteur, je fais autre chose. Dans le cadre de mon exemple tout bête, hop, sur chaque frame, étant donné que je suis sur un event tick, je vais ici récupérer la longueur de ce tableau, la longueur de cette variable. Le outIts, on voit que les petits carrés représentent un tableau, tout simplement parce qu'on peut en avoir plusieurs. Du coup, si j'ai un acteur, cette fonction de length, que l'on peut récupérer sur n'importe quelle valeur de type tableau, length, nous retourne le nombre d'enregistrements, le nombre d'éléments que comporte ce tableau. Si on a 0 collision, ça me retournera 0. Si on en a 10, j'aurai 10. Si on en a une, j'en aurai une. Et du coup, en temps réel, comme ça me permet d'afficher dans mon interface utilisateur le nombre de collisions que nous avons. Donc c'est parti, on va faire notre test. Je vais positionner mon acteur dans la lignée ici de tous ces cubes. Voilà qui est fait. Et F8 pour passer en mode spectateur. On voit quoi? On voit qu'on a bien le tracé qui part, qui ignore totalement le premier, qui rentre en collision avec le deuxième, puisque lui c'est un pawn. Si je sélectionne le premier acteur et que je viens modifier ses valeurs, hop, je change son type, je passe de statique à pawn. Clac, vous voyez que la collision, cette fois-ci, elle passe ici. Et qu'est-ce qu'on voit? Grâce à notre fonction de multi-capsule, eh bien, on gère plusieurs collisions. Cette fois-ci, on a bien une première collision ici. On a une deuxième collision là. La capsule apparaît parce que c'est la dernière collision sur toute la série. Si l'acteur suivant, à nouveau, je change son type et je mets un type qui est recherché par ma fonction, on a bien 3 collisions. Et vous voyez que ma fonction ici, hop là, length qui me retourne à la longueur du tableau, elle se met bien à jour automatiquement. J'ai bien ici 3 acteurs qui sont touchés. Si je viens sélectionner mon dernier cube et que je mets également un type d'objet recherché, j'ai ma mise à jour ici de l'information, j'ai bien 4 acteurs qui sont concernés. Donc vous voyez, c'est extrêmement facile en fait de jouer avec cette fonction de multi. À partir du moment où l'objet correspond bien, à partir du moment où le type d'objet correspond bien à ce qui est recherché par notre tracé, automatiquement, ça nous enchaîne tous les éléments qui sont face à nous. Une fois de plus, inutile de jouer avec ces valeurs-là. J'insiste parce qu'en fait, dans le cadre d'autres fonctions de tracé, ça peut servir. Mais là, avec le forObject, c'est que cet élément-là qui est pris en compte. Dernier exemple, si mon cube vert, je change son type, il est situé au milieu, il n'est plus pris en compte. On tombe bien à 3 acteurs qui sont pris en compte, lui, lui et lui. C'est-à-dire qu'un acteur qui n'a pas le bon objet, il ne va pas bloquer le flux. Il est totalement transparent en fait pour notre tracé. Maintenant que l'on a vu ça, il ne nous reste plus qu'à pouvoir travailler différemment ces informations. Là, j'affiche juste la longueur. Si on veut travailler sur chacune de nos collisions, à ce moment-là, on peut passer, comme je vous le dis dans mes tutos, par exemple par une macro qui est un for each loop qui va nous permettre de boucler
sur chacune des collisions. Cette fonction va nous permettre une à une, on va retrouver la collision ici, ça va se faire dans l'ordre de notre tracé, c'est-à-dire que dans mon exemple, la collision 1, ça aurait été la collision avec le cube blanc, la 2 avec le bleu, la 3 avec lui, et ainsi de suite. Et donc cette fonction de for each loop, premier élément, elle nous aurait retourné ici, en faisant un break à nouveau, toutes les informations sur la première collision. Et tout ce que l'on met là, tout ce script aura été exécuté par rapport à la première collision. Donc si on veut par exemple afficher le nom de l'acteur que l'on croise, eh bien on peut très bien ici mettre par exemple un print string et venir récupérer le nom de l'acteur. Clac, le print string nous afficherait le nom de l'acteur. Mais ça ne le ferait pas que pour le premier. Ça va exécuter ce script pour le premier et dès que ça aura terminé cette ligne de script, automatiquement ça va venir ici et passer à la collision suivante s'il y en a plusieurs. Du coup, on serait passé à la collision 2, hop, ça aurait récupéré l'acteur en collision, ça l'aurait envoyé dans le print string et ainsi de suite. Voilà comment on peut utiliser notamment notre fonction qui retourne plusieurs objets. Vous pouvez l'utiliser pour ramasser plusieurs objets en même temps qui sont au sol. Vous pouvez l'utiliser pour tuer plusieurs ennemis en même temps. Je ne sais pas, des exemples, il y en a des milliers, je ne vous donne pas forcément les bons. C'est à vous approprier tout ceci dans le cadre donc de votre script. Voilà tout ce que j'avais à vous dire pour les deux fonctions quasi identiques de Capsule Trace for Object et Multicapsule. N'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour toutes vos questions.